Étranger. Je n'aurais jamais imaginé me retrouver au milieu de mon propre salon, tremblant, une liasse de photos compromettantes serrée entre mes doigts moites. En une seule nuit, toute ma vie s'était effondrée. Quelques heures plus tôt, j'étais rongé par un vague malaise, mais rien ne pouvait se comparer à la fureur et au dégoût qui bouillonnaient à présent en moi tandis que je réalisais les implications de ce que je tenais entre les mains. J'étais censé être un mari aimant. Je connaissais Jennifer depuis l'époque où nous étions des adolescents aux yeux écarquillés au lycée. Nous étions mariés depuis 9 ans. Nous avions vécu les hauts et les bas habituels. Des déménagements importants, des dettes étudiantes, des erreurs de carrière, des disputes pour savoir à qui le tour de plier le linge. Tout ça. Nous avions mûri ensemble, toujours côte à côte, relevant les défis en faisant front commun. Bien sûr, je n'étais pas parfait, mais je me considérais sincèrement comme quelqu'un de bien, stable, fiable, toujours là pour elle. Même lorsque les années passaient et que nous risquions la saisie de notre maison, j'essayais toujours d'être son roc. J'étais le pilier qui refusait de laisser tout s'écrouler. Mais à l'instant où j'ai feuilleté ces photos, toutes les idées rassurantes que j'avais sur ma femme, mon mariage, ma propre décence, se sont brisées avec un fracas retentissant dans ma tête. L'homme que j'étais en train de devenir impitoyable, furieux, vengeur me terrifiait. Pourtant, le sentiment de trahison dans ma poitrine était bien plus fort que toute culpabilité que je ressentais face à l'horreur que j'étais sur le point de déchaîner. Je venais de quitter le petit cabinet d'avocat où je travaillais, la tête cognant après une journée à lire des contrats pour une organisation locale à but non lucratif. Mon travail n'était pas prestigieux. Je me spécialisais dans les petits litiges, le droit des contrats, ce genre de choses. Mais j'en étais fier. J'aidais de vraies personnes, pas des entreprises anonymes. J'essayais de garder intact mon sens moral. C'est ce jour-là que j'ai trouvé une enveloppe banale, sans aucune inscription, qui m'attendait dans le tiroir du haut de mon bureau. C'était la chose la plus étrange. Il n'y avait aucun nom à l'extérieur, juste mon initiale griffonnée au stylo, comme si quelqu'un s'était introduit par effraction ou avait obtenu une autorisation spéciale du personnel du bureau pour la déposer là. Je l'ai ouverte. Mes entrailles se sont tordues de confusion et de répulsion. Il y avait près d'une douzaine de photos, chacune un peu plus floue que la précédente, mais qui présentaient tout de même des images parfaitement reconnaissables de Jennifer portant ce qui ressemblait à du latex ou du cuir, agenouillée sur une petite scène devant de nombreux clients dans un endroit faiblement éclairé et chic qui ressemblait plus à un salon fétichiste haut de gamme qu'à un club de striptease ordinaire. Sur certaines photos, elle était avec des couples plus âgés et 2 couples, peut-être plus. Une autre la montrait avec les bras derrière le dos, dans une démonstration apparente de soumission, des néons clignotants brillant autour d'eux. Les photos devenaient de plus en plus étranges, son visage se contorsionnant dans un sourire presque maniaque, une sorte de réjouissance grotesque se reflétant dans ses yeux. Il ne s'agissait pas simplement de danse ou de striptease classique. C'était le domaine d'un club échangiste, rempli de performances bizarres pour des invités privés. Même si mon cerveau hurlait qu'il pourrait s'agir d'un piège ou d'un coup monté, je la reconnaissais. La posture, l'inclinaison de sa tête, la forme de son corps, la ligne de sa mâchoire. Ma femme. Les informations de datation imprimées sur le bord indiquaient que ces images étaient très récentes, 2 semaines auparavant, 5 jours auparavant, voire la même semaine. Tant d'émotions m'ont assailli d'un coup. Confusion, trahison, un sentiment tordu d'admiration qu'elle puisse cacher quelque chose d'une telle ampleur, et une poussée de rage pure. Il n'y avait pas de moyen propre et ordonné de traiter tout cela, et pendant un instant, je suis resté debout à mon bureau, parcourant ces photos à plusieurs reprises, comme si j'espérais qu'elles se transformeraient en autre chose. Ma vision s'est littéralement obscurcie sur les bords à cause de la colère qui montait en moi. J'ai remis les photos dans l'enveloppe, je l'ai enfermée dans mon bureau et j'ai essayé de stabiliser ma respiration. Je devais confirmer si c'était réel, et une partie de moi voulait rassembler toutes les preuves du monde afin qu'elle n'ait aucune chance de s'en sortir. Dans l'heure qui a suivi, j'ai appelé un détective privé que j'avais utilisé dans une affaire pro bono. C'était cher, oui, mais je devais savoir la vérité. Un simple jeu de photos pouvait être falsifié, ou du moins c'est ce que je me disais dans l'espoir vain d'être encore un naïf. Mais mon instinct me disait le contraire. Si ces photos étaient réelles, Jennifer menait une vie que je n'avais jamais soupçonnée dans mes pires cauchemars. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, l'esprit encore embrasé. Jennifer n'était pas là. Un mot dans la cuisine indiquait qu'elle était allée faire des courses et qu'elle rentrerait tard. Pas de détails, pas d'explications. Typique ces derniers mois,
elle était devenue de plus en plus vague sur ses allées et venues et avait commencé à porter des soutiens-gorge et des sous-vêtements qui coûtaient plus cher que nos courses mensuelles. Je posais des questions, mais elle les esquivait avec des sourires charmants ou des pirouettes rapides. Maintenant, je me demandais si chaque pièce de lingerie était pour ces inconnus de ce club. Qui savait combien d'entre eux avaient touché ce qu'elle portait? Pour ma part, ça me donnait la chair de poule, un sentiment de répulsion. J'ai passé une nuit de torture, oscillant entre insomnie et délire. Quand mon téléphone a fini par sonner le lendemain matin, c'était le détective privé. Il m'a demandé de le retrouver sur un parking près d'un vieux restaurant en bordure de la ville. C'est là que je recevrai la preuve définitive, a-t-il dit. J'ai conduit en agrippant le volant à deux mains, les phalanges blanches. Au restaurant, je l'ai trouvé assis dans une banquette, un petit dossier devant lui. Je me suis laissé tomber sur la banquette en face de lui, sans cérémonie. Il m'a tendu le dossier et a dit « Je suis désolé ». À l'intérieur, il y avait d'autres photographies, certaines en couleur haute résolution, de Jennifer se pavanant dans une grande salle somptueuse dominée par des lumières stroboscopiques et une scène centrale. L'enseigne à l'extérieur indiquait « Week-end nuit des surprises réservées aux membres ». Encore des photos. Jennifer partant avec des liasses de billets de banque fourrés dans une petite sacoche. Jennifer embrassant des clients plus âgés. Jennifer dans une combinaison intégrale en latex qui ne laissait que ses yeux et sa bouche découverts. Et, pire que tout, elle debout au milieu de la scène, les poignets enchaînés, effectuant une routine élaborée et humiliante tandis que des spectateurs l'acclamaient. Les images étaient suffisamment explicites pour que je sois obligé de forcer mes yeux à continuer de regarder. Où est-ce, ai-je murmuré d'une voix rauque. Un club échangiste exclusif, a répondu le détective privé à voix basse. Ils organisent des soirées privées pour des membres fortunés. Apparemment, elle y va 2 soirs par semaine depuis des mois. Mon estomac s'est noué. Elle me disait qu'elle avait des rôles de figuration ou des petits boulots d'actrice. Pendant tout ce temps, elle faisait ça pour de l'argent. Ou peut-être même par plaisir. J'ai fixé le tourbillon de café bon marché qui se trouvait devant moi, réprimant l'envie de renverser la table sous l'effet de la rage. Envoyez-moi tout ce que vous avez, ai-je dit. Chaque photo, chaque horodatage. J'ai besoin de tout ça. Il a acquiescé d'un air sombre. Je suis désolé que cela se soit terminé ainsi. Il ne me suffisait pas d'avoir les photos. Une partie de moi, une pulsion sauvage, primale, voulait la confronter sur le moment, voir de mes propres yeux ce qu'elle faisait. Et, oui, peut-être la punir d'une manière ou d'une autre pour s'être moquée de moi. J'étais bouillant, mais je ne pouvais pas l'alerter, alors je lui ai dit que j'avais une mission de nuit et que je ne serais pas à la maison. En réalité, je me suis arrangé pour entrer dans ce club secret en tant que client payant. Le prix d'entrée était outrageusement élevé, mais j'avais assez d'argent sur mon compte, et je me fichais de devoir dépenser jusqu'au dernier centime juste pour mettre les pieds dans cet endroit ignoble. Le soir convenu, un vendredi, je me suis présenté à un immeuble anonyme dans une zone isolée derrière une rangée d'entrepôts abandonnés. Mon cœur battait à tout rompre. Une file d'individus masqués se tenait près d'un grand videur musclé qui vérifiait les cartes de membres. Le détective privé m'avait fourni un moyen de me faire corrompre pour entrer. Effectivement, après avoir glissé discrètement de l'argent au videur, il m'a laissé passer. Je suis entré dans un salon somptueux, faiblement éclairé, avec des fauteuils moelleux disposés autour de petites tables. Au centre se trouvait une scène encerclée par une passerelle. L'endroit entier empestait le parfum coûteux, le cuir et une légère odeur de sueur. Mes sens étaient en surcharge. Des rires, des gémissements et des cliquetis de verres de champagne résonnaient sur les murs. On m'a remis un masque noir et argent à l'entrée. J'avais déjà revêtu un costume sombre pour me fondre dans la clientèle huppée qui fréquentait apparemment cet endroit. Essayant de rester calme, j'ai traversé la foule et me suis glissé sur un siège près de la scène, tous les nerfs de mon corps en ébullition. Des couples de différents âges étaient éparpillés. Certains avaient la cinquantaine ou la soixantaine, vêtus de tenues de soirée extravagantes, et regardaient la scène avec avidité. Un silence s'est abattu sur le public lorsque les lumières sont passées au violet cru, mettant en valeur la passerelle. C'est alors que ma femme est apparue, vêtue d'une combinaison en latex incroyablement moulante qui brillait sous les projecteurs. Son visage était en partie dissimulé par un demi-masque noir, mais ses yeux étaient visibles, et je les ai reconnus avec une clarté douloureuse. Mon cœur battait si violemment que j'étais sûr que toute la table devait trembler. Elle était accompagnée de 2 hommes portant des cagoules théâtrales, la tenant en laisse. Les spectateurs autour de moi chuchotaient avec excitation.
Certains applaudissaient. D'autres se contentaient de regarder, les lèvres entr'ouvertes. Jennifer, ou quel que soit le nom de scène qu'elle utilisait, a défilé sur la passerelle dans sa tenue en latex, se comportant avec une confiance effrontée. Elle a atteint la scène au centre. Là, elle s'est agenouillée avec grâce, comme si elle avait fait cette routine des centaines de fois. Un couple âgé, probablement dans la soixantaine, lui a fait signe de s'approcher. Elle a rampé sur ses mains et ses genoux. Tout mon corps était tendu, mes poings serrés si fort qu'ils me faisaient mal. Le spectacle était grotesque. Elle effectuait en fait des actes de soumission devant eux, cambrant le dos, pressant ses mains gantées sur le sol comme si elle implorait. La femme âgée du couple lui a tendu une sorte d'accessoire, un jouet phallique, semblait-il. Pendant que l'homme âgé riait, les murmures de la foule devenaient plus frénétiques. Jennifer plaça le jouet entre ses dents, cambrant le dos d'une manière ostensiblement provocatrice. La scène était si tordue et embarrassante que mon esprit peinait à suivre. Soudain, des hommes encagoulés l'encerclèrent, offrant un spectacle encore plus humiliant aux observateurs. De temps à autre, elle tournait son visage vers eux, exécutant ce qui était clairement une performance chorégraphiée flirtant avec les limites de la décence, voire les dépassant largement. J'eus la nausée, mon estomac se tordait. Pourtant, j'étais incapable de bouger. J'étais cloué à ce siège, le masque pressant chaudement contre mon visage, le bruit de mon sang bourdonnant dans mes oreilles. Les minutes s'étiraient, chacune plus pénible que la précédente. Elle passa à une nouvelle routine, s'agenouillant et exécutant des pantomimes bizarres qui consistaient à laisser un couple plus âgé glisser de l'argent dans les petites poches ou le décolleté de sa combinaison en latex. Elle riait comme si c'était le moment le plus exaltant de sa vie, et la foule applaudissait. Je ne pouvais plus le supporter. Quelque chose en moi se brisa si brusquement que j'ai presque perdu conscience de fureur. Je me levai de mon siège, me frayant un chemin à travers la foule de spectateurs. Ma vision était teintée de rouge par la haine et le chagrin, si intense que j'avais l'impression de flotter. Arrivé au bord de la scène, j'arrachai mon masque, le jetant de côté dans un geste théâtral qui attira immédiatement l'attention. Ma voix résonna, « Jennifer ». Elle interrompit son numéro en plein milieu et se retourna brusquement. Toute la foule sembla retenir son souffle à l'unisson. Ses yeux s'écarquillèrent de choc, le demi-masque ne parvenant pas à dissimuler sa reconnaissance. Elle se releva en hâte, la confusion se mêlant à une horreur absolue. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» balbutia-t-elle, levant un bras gainé de latex comme pour se protéger. Les projecteurs lumineux illuminaient les tremblements autour de ses lèvres. Il était trop tard. Ma vision se rétrécit. Je criai, ma voix résonnant dans le silence qui s'était abattu sur la foule. « Qu'est-ce que tu crois que je fais ici ? J'ai tes photos. J'ai aussi les vidéos. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est comme ça que tu me remercies pour tout ce qu'on a construit ensemble ? » Elle tenta de reprendre contenance, relevant le menton dans une posture de défi. « Tu n'as pas le droit d'être ici. » Elle rétorqua sèchement, ses mots se fissurant sous l'effet de la panique naissante. Pourtant, il y avait aussi une arrogance sous-jacente, comme si c'était moi qui m'introduisais sur son territoire. « Tu violes ma vie privée. C'est mon travail. Je n'ai pas besoin de ta permission. » La fureur faillit étouffer ma voix. « Tu me dégoûtes, grognai-je. Je t'ai tout donné, l'amour, un foyer, la loyauté. Tu me remercies en te traînant pour ces vieux décrépits, tais-toi. » Elle hurla, faisant un pas en avant et me pointant du doigt d'un index tremblant gainé de latex. « N'ose pas venir ici et me mettre dans l'embarras comme ça. Comment as-tu pu faire ça ? M'espionner ? Débarquer à l'improviste ? Tu es en train de traquer ta propre femme, lâchai-je avec un rire sans joie. Ma femme ? La même femme qui se roule par terre pour des inconnus dans un club échangiste. C'est une belle ligne que tu as tracée. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, réalisant que tout le club la regardait maintenant. La bravade s'effondra, remplacée par la fureur et l'humiliation. Elle tapa du pied sur la scène, se comportant comme si elle détenait la supériorité morale. C'est ma vie. Tu n'as pas ton mot à dire sur ce que je fais. Je t'ai dit que j'avais besoin d'espace. Si tu essaies de me traîner hors d'ici, j'appelle la police. Ma propre rage s'intensifia. Je sautai sur la basse estrade, ignorant les halètements et les hommes encagoulés qui commencèrent à intervenir. Tu rentres à la maison maintenant. Tonnai-je, en lui saisissant le poignet. Elle se retira violemment. Lâche-moi la main.
hurla-t-elle, sa voix résonnant dans le silence. Si tu me touches encore une fois, je vais crier si fort que les flics vont t'arrêter pour agression. C'est une propriété privée. Tu n'as pas le droit. Tout se passa en quelques secondes. Une paire de videurs massifs, plutôt des gardes du corps, fondirent sur moi, me plaquant par derrière. Mon visage heurta le sol de la scène avec un choc brutal, le goût métallique du sang inondant ma bouche. Je me débattis et crachai, mais ils me tordirent les bras derrière le dos, les fixant avec des colliers de serrage en plastique. La foule s'écarta, certains spectateurs ricanant d'un air condescendant, d'autres chuchotant de choc. Jennifer se tenait au-dessus de moi, haletant d'adrénaline, le visage déformé par un mélange d'hystérie et de triomphe. « Je t'avais prévenu », siffla-t-elle. « Tu ne peux pas simplement débarquer et gâcher mon spectacle. »« Tu es folle », étouffai-je, mes lèvres brûlant à cause de l'impact. Attends que elle me coupa en me tournant le dos, signalant aux videurs de m'emmener. Ils me traînèrent vers la sortie, me tirant à moitié pendant que je me débattais. J'entendis les huées de certains des clients bien payés, comme si j'étais un déchet qu'ils seraient heureux de voir jeter à la rue. L'instant suivant, j'étais projeté à travers les portes, atterrissant lourdement sur le trottoir à l'extérieur. Quelques secondes plus tard, un des videurs coupa les liens en plastique et me donna un coup de pied bien placé dans les côtes pour faire bonne mesure. Ils me laissèrent là à tousser, le visage brûlant d'humiliation et de rage. Je suis resté là, allongé, ce qui m'a paru une éternité, avant de me relever en titubant. Mon esprit était une tempête de pensées. Elle m'avait menacé, humilié et traité comme un intrus. C'était la femme qui, autrefois, m'avait dit que j'étais son âme sœur, qui parlait de créer un astérisque Family Trust astérisque, de voyager à nouveau en Europe et de vivre heureux pour toujours. Avec le recul, la colère qui s'était enroulée autour de mon cœur ce soir-là ne s'est jamais vraiment dissipée, elle n'a fait que se solidifier en quelque chose de noir et d'impitoyable. Je suis rentré chez moi, le sang coulant encore de ma lèvre fendue, la scène humiliante se rejouant sans cesse dans mon esprit. Vers 2 heures du matin, je me suis affalé sur le canapé du salon. Je n'ai pas dormi, j'ai simplement regardé les heures défiler sur l'horloge digitale. Jennifer n'est pas rentrée à la maison cette nuit-là, ni le lendemain, ni le jour d'après. Le 4e jour, j'ai pris une demi-journée de congé et j'ai contacté un serrurier. J'ai fait remplacer toutes les serrures des portes. Si elle avait l'intention de revenir en rampant, ce ne serait pas à ces conditions. Comme prévu, tôt ce soir-là, j'ai entendu le tintement de clé à la porte d'entrée, suivi de cliquetis frustrés, de coups et, finalement, de sa voix, « Ouvre. Je sais que tu es là. » J'ai pris mon temps pour me rendre à la porte. Je l'ai ouverte juste assez grand pour la foudroyer du regard. Elle se tenait sur le pas de la porte, les bras croisés, les cheveux en bataille. Une étincelle de colère a enflammé ses traits desquels a réalisé qu'elle n'entrerait pas librement. « Tu as changé les serrures ?» Elle avait l'air outrée, comme si c'était moi qui étais déplacé. « Oui », ai-je dit froidement. « Je ne veux pas de toi ici. » Elle a tenté de me bousculer, mais j'ai posé une main sur le cadre de la porte. « Tu ne peux pas faire ça », a-t-elle hurlé. « C'est ma maison aussi. » Pas pour longtemps, ai-je rétorqué. Tu as renoncé à ton mot à dire quand tu m'as menacé dans ce bouge de club. Tu as fait ton choix. Elle me regardait avec fureur, les poings serrés le long du corps. Puis, son expression s'est transformée en quelque chose de plus rusé. Très bien. Tu ne veux pas me laisser entrer? Nous verrons ce que la police en pense. Je vais te faire arrêter pour violence conjugale. Je me suis penché en avant avec un rictus, laissant transparaître la noirceur de ma propre rage. Essai. Les gardes du corps m'ont déjà bien amoché. Sur tes ordres, j'ai des photos de mes blessures, des notes de médecin, tout. Alors vas-y. Tu finiras derrière les barreaux pour coups et blessures avec tes chers copains de club. Toi, a-t-elle craché, les yeux exorbités de haine. Tu crois que je ne peux pas me défendre légalement? Nous verrons bien. J'ai claqué la porte à sa figure. Elle a frappé pendant encore quelques minutes, proférant des obscénités, puis elle s'est précipitée vers sa voiture. J'ai regardé depuis la fenêtre du salon jusqu'à ce que ses feux arrière disparaissent au bout de la rue. Ma respiration était tremblante. Une partie de moi se sentait malade. Je n'aurais jamais imaginé interdire ma propre femme d'entrer dans la maison, mais il n'y avait plus de retour en arrière. Elle l'avait bien fait comprendre. Le lendemain, j'ai appris qu'elle séjournait chez sa mère.
Cela a été confirmé par un voisin de passage qui l'avait vu jeter des valises dans son coffre et s'éloigner à toute vitesse. Bon débarras, me suis-je dit, bien qu'une douleur lancinante persiste dans ma poitrine. La maison était étrangement silencieuse sans elle depuis 9 ans. Sa présence, pour le meilleur et pour le pire, s'était tissée dans la trame de mes journées. Maintenant, je faisais les 100 pas dans des pièces vides, m'attendant à moitié à ce qu'elle apparaisse avec un sourire moqueur ou une remarque hautaine sur ma violation de sa vie privée. Mais je n'avais pas le temps de me laisser aller à la sentimentalité. Je devais agir rapidement. Elle avait menacé d'intenter une action en justice, et elle était assez rusée pour aller jusqu'au bout. Je devais consulter un avocat, et pas seulement me fier à mes propres connaissances. Je me spécialisais dans les contrats, pas dans les divorces compliqués. J'ai pris rendez-vous avec un avocat spécialisé dans les divorces, recommandé par un collègue. Avant de partir, j'ai rassemblé toutes les preuves, les photos, le dossier du détective privé, les SMS d'elle qui respiraient l'arrogance, me menaçant de graves conséquences si je ruinais sa carrière. Alors que je fermais la maison à clé, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu s'affichait sur l'écran. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Une voix de femme s'est fait entendre. « Bonjour. Est-ce bien le mari de Jennifer ?» Mon pouls s'est accéléré. « Qui est à l'appareil ?»« C'est Nancy, » a répondu la femme. « Nous travaillons ensemble au club. Elle m'a montré des photos de vous une fois. Elle les gardait sur son téléphone, et j'ai reconnu votre visage quand vous avez fait irruption. Je dois vous voir. » J'ai fait une pause, mes doigts se crispant autour de mon téléphone. « Je ne suis pas sûr de ce que vous voulez. »« J'ai des informations, » a poursuivi Nancy, sa voix plus faible. « Sur Jennifer ? Sur toute son opération. Elle recrutait d'autres femmes. » « Que voulez-vous dire, recruter ? » Elle abordait des femmes, des épouses, des petites amies. Elle les faisait venir pour des auditions, leur faisait signer des contrats d'adhésion. Elle recevait une partie de leurs gains, et elle s'en vantait comme si elle en était fière. J'ai quitté le club récemment, mais je me sens horrible à cause de certaines choses que je savais et que j'ai gardées pour moi. Je suis prête à partager ce que je sais si vous en avez besoin. Mon cœur battait la chamade. Nous pouvons nous rencontrer. Indique le lieu. Nous avons opté pour un café modeste près du centre-ville, un endroit public où nous ne nous sentirions ni observés ni intimidés. Quand je suis arrivé, Nancy était déjà là, assise à une table vers le fond. Elle était habillée simplement, en jean et pull, son attitude tendue, comme si elle craignait d'être reconnue. « Merci d'être venue, dit-elle à voix basse, me faisant signe de m'asseoir. Je la regardais avec méfiance en m'installant sur la chaise en face d'elle. « Pourquoi fais-tu ça ?» Nancy soupira. « En vérité. Parce que je me sens coupable. Jennifer m'a entraîné dans certaines activités. Je n'en suis pas fier, mais j'avais besoin d'argent. Au début, elle s'est montrée amicale, me guidant à travers le processus, mais avec le temps, j'ai réalisé qu'elle appréciait la situation pour plus que de l'argent. Elle m'a dit qu'elle se délectait du pouvoir. Elle murmurait qu'elle tirait un plaisir pervers à piéger des épouses naïves dans ses rassemblements, les entraînant dans de nouveaux territoires sexuels et empochant un pourcentage de leurs gains. Et savez-vous ce qu'elle m'a dit d'autre ? Elle trouvait hilarant à quel point son mari aimant était ignorant. Ma mâchoire s'est crispée. Elle se vantait de moi. Se vantait n'est peut-être pas le mot juste, dit Nancy, semblant désolée. Plutôt qu'elle te ridiculisait. Elle disait que tu ne le découvrirais jamais parce que tu étais trop occupé à jouer à l'avocat, à travailler tard, ou trop naïf pour soupçonner ta précieuse femme. Quand tu finirais par découvrir la vérité, elle était sûre que tu paniquerais et que tu reviendrais ramper à ses pieds. Une fois, elle t'a menacé. Elle affirmait aussi que tu étais une proie facile à manipuler. Désolé. Mon sang bouillait, mais j'ai gardé mon calme. Je veux toutes les preuves que tu peux me donner. Nancy acquiesça. J'ai des messages entre nous, des captures d'écran de SMS où elle mentionne réellement comment elle recrute ses femmes. Et je peux témoigner du fait qu'elle n'a jamais été forcée. Elle était essentiellement le chef d'orchestre. De plus, elle empochait de grosses sommes d'argent, bien au-delà du salaire d'une simple interprète. Elle organisait des affaires. Elle s'est même vantée d'utiliser cet argent pour acheter de nouveaux meubles pour la maison. J'ai expiré, le cœur battant la chamade. Elle m'avait dit que c'était un boulot secret pour la télévision ou le cinéma. Nancy esquissa un sourire amer.
Elle a dit ça à beaucoup de monde, ironiquement. Mais ce n'était pas seulement une question d'argent pour elle. Elle semblait apprécier ses soirées. Elle aimait être la vedette. Il n'y avait ni honte cachée ni sacrifice réticent. Elle était fière. Alors que Nancy faisait défiler son téléphone, me montrant des fils de conversations entiers, des images et même de courts extraits vidéo, mon estomac s'est noué. Une vidéo montrait Jennifer, manifestement éméchée, se vantant de comment je lui avais dit que j'en avais assez. Mais qui est-ce que je trompe? Je n'en ai jamais assez de ces soirées. J'ai fermé les yeux, la dernière étincelle d'espoir que Jennifer n'ait peut-être fait ça que par désespoir. Le dernier lambeau de sympathie s'est évaporé. Pourquoi prends-tu le risque de me raconter tout ça? Ai-je demandé à Nancy après un long silence. Elle se mordit la lèvre. Parce que je veux m'en sortir. Et je ne veux plus vivre avec ces secrets. J'essaie de faire ce qui est juste. Je soupçonne aussi qu'elle traînera mon nom dans la boue si tout cela va au tribunal. Laisse-moi t'aider. Je suis prête à faire une déclaration officielle. Je ne peux plus me taire. J'ai quitté ce café avec un sentiment de détermination brûlant. Jennifer avait fait plus que tromper. Elle m'avait humilié, utilisé et s'était moquée de mon ignorance. Il ne s'agissait pas seulement d'un divorce. Il s'agissait de vengeance. J'allais l'enterrer sous des ramifications légales si graves qu'elle regretterait de m'avoir un jour contrarié. J'ai engagé mon avocate spécialisée dans les divorces, une femme au regard d'acier nommée Barbara, spécialisée dans les affaires à conflit élevé. Barbara était plus âgée, perspicace, avec une attitude pragmatique. Lorsque j'ai présenté la montagne de preuves photos, SMS, vidéos, plus la volonté de Nancy de témoigner où les sourcils de Barbara se sont levés. Elle pourrait essayer de déposer la demande en premier, surtout si elle est aussi vindicative que tu le dis. Nous serons prêts. Effectivement, même pas une semaine ne s'était écoulée avant que je ne reçoive des papiers de séparation officielle et une plainte au civil m'accusant de violence conjugale, d'intimidation et de négligence envers un enfant. Un enfant. Ma tête a presque explosé quand j'ai vu que la plainte de Jennifer affirmait que j'avais refusé de subvenir aux besoins d'une fille de 11 ans, affirmant que cet enfant était biologiquement le mien et que j'étais un père indigne. Je n'avais jamais entendu parler de cet enfant en 9 ans de mariage. Oui, Jennifer avait 2 ans de plus que moi au lycée, et il y avait une certaine confusion concernant son année d'études, mais j'avais mis ça sur le compte d'une raison personnelle ou familiale. Maintenant, tout s'emboîtait. Elle avait dû abandonner ses études à cause d'une grossesse et être revenue plus tard, sans jamais rien me dire. Elle essayait en réalité de me dépeindre non seulement comme un agresseur, mais aussi comme un père qui refusait de reconnaître sa fille secrète. Toute la situation était grotesque et insensée, mais si j'avais appris quelque chose, c'était que Jennifer adorait les plans insensés. J'ai fait irruption dans le bureau de Barbara, jetant la plainte sur son bureau. Elle a complètement perdu la tête, aboyai-je. Elle prétend que je l'ai maltraitée et trompée avec cette amie du club, Nancy, alors que je n'ai rencontré Nancy qu'après les faits. Barbara ne semblait pas particulièrement choquée. Tactique classique, marmonna-t-elle. Les gens comme votre femme essaient souvent d'empiler autant d'accusations que possible. Puis ils espèrent que quelque chose restera ou forcera l'autre partie à un règlement. Eh bien, elle s'est trompée de cible, grognai-je. Nous ne ferons aucun règlement. Je veux la démolir au tribunal. Barbara acquiesça. Nous allons demander une audience urgente. Mettons fin à cette histoire. Le jour de l'audience arriva. La tension était si palpable qu'on aurait pu la trancher au couteau. Le vieil immeuble du tribunal se dressait, imposant avec ses colonnes et ses arches, le drapeau de l'État flottant près de l'entrée. Mon estomac était noué d'adrénaline et de fureur persistante. À l'intérieur, nous prîmes nos places. Jennifer entra, flanquée de sa mère, de quelques autres membres de sa famille que je reconnaissais du mariage, et d'un avocat élégant et mince. Elle me lança un regard noir qui ne trahissait aucune honte, seulement de la défiance. À ses côtés se tenait une jeune fille, peut-être 12 ans, avec des yeux qui ressemblaient effectivement à ceux de Jennifer. Il fallait faire un effort pour ne pas la fixer, pour ne pas ressentir ce frisson de choc à l'idée que Jennifer avait peut-être eu cet enfant depuis toujours, sans jamais me le dire, sans jamais me faire partager cet énorme secret. Une fois que tout le monde fut assis, le juge, une femme sévère aux cheveux gris courts, entra. Nous nous levâmes tous, puis nous nous assîmes. L'avocat de Jennifer commença par un enchevêtrement d'accusations. Ma cliente a été soumise à des violences conjugales répétées, à un comportement dominateur, et,
dans un revirement des plus choquants, à un refus absolu de son mari de subvenir aux besoins de son propre enfant. Nous avons des preuves photographiques que cet homme a fréquenté une personne connue d'un club pour adultes et a été vu dans une altercation violente dans le dit lieu où ma cliente travaillait pour contribuer à leur hypothèque. Il l'a enlevé de force, lui causant détresse et blessures corporelles. Ce même homme, son mari, a changé les serrures, la laissant sans abri et sans ressources. Nous demandons une pension alimentaire, une pension pour enfants et une compensation pour dommages moraux. J'étais assis là, les poings serrés. Quel culot! Quelle réécriture éhontée des événements! Elle était en train de me dépeindre comme un monstre. Mon tour vint. Barbara se leva, sa voix calme mais ferme. Votre honneur, ces allégations sont sans fondement. Nous avons des preuves considérables pour le prouver. Tout d'abord, mon client n'était absolument pas au courant de l'existence d'un quelconque enfant. Aucune communication, aucune preuve que cet enfant ait été reconnu comme étant le sien. En effet, la mère ne l'en a jamais informé pendant près d'une décennie de mariage. Nous avons également des preuves documentées de qui a réellement infligé des violences. Menaces verbales proférées à l'encontre de mon client, aboutissant à des violences physiques, infligées par des employés de l'établissement où travaille la défenderesse. La défenderesse a publié sur les réseaux sociaux des posts concernant ses soirées réussies, sans jamais indiquer de peur ou d'intimidation. Nous demandons à la Cour d'examiner nos pièces à conviction qui démontrent que Madame Jennifer a, en réalité, continué son emploi contrairement aux affirmations précédentes selon lesquelles elle aurait été chassée ou serait financièrement démunie. C'était le signal pour Barbara de soumettre les photos du détective privé. Des relevés de textos de Nancy, ainsi que des images de moi après avoir été agressée par les gardes du corps du club. Pour la touche finale, Barbara fit un geste vers le fond de la salle d'audience, où Nancy se leva. Un silence se fit lorsque Nancy s'approcha de la barre des témoins. Le visage de Jennifer se décomposa, sa couleur s'évanouissant. Elle n'avait manifestement pas prévu que Nancy témoigne contre elle. La mère de Jennifer avait l'air confuse et en colère. L'avocat feuilleta ses notes et le juge fit signe à Nancy de parler. D'une voix posée, Nancy raconta comment Jennifer recrutait activement d'autres femmes mariées dans le club contre un pourcentage de leurs gains. Comment Jennifer disait qu'elle n'avait absolument pas l'intention de démissionner parce qu'elle aimait l'excitation et l'argent supplémentaire. Comment Jennifer n'avait commencé à brandir des accusations d'agression qu'une fois que son mari avait découvert la vérité. Comment Jennifer se vantait de l'ignorance de son mari et de sa nature soi-disant facile à manipuler. Nancy confirma également que moi, le mari, je ne l'avais rencontré qu'après la fuite des photos. La photo de moi et Nancy dans un café avait pour seul but que je recueille des détails. Pas d'aventure. Pas d'implication romantique. Lorsque Barbara diffusa un court extrait audio que Nancy avait enregistré de Jennifer se vantant de gagner beaucoup d'argent grâce à des femmes au foyer naïves, toute la salle d'audience se tendit. Certains membres de la famille de Jennifer altèrent de choc, tandis que son avocat lança des regards noirs. Enfin, Barbara attira l'attention de la Cour sur les relevés bancaires obtenus par la procédure de communication de pièces, qui montraient les importants dépôts de Jennifer provenant du club, indiquant clairement qu'elle n'avait pas été laissée sans ressources. Elle avait mis de côté des milliers de dollars. Pendant tout ce temps, Jennifer sembla se ratatiner davantage sur son siège, sa bravade se désagrégeant. Son avocat balbutia quelques objections, mais les preuves étaient trop solides. Le juge exigea une explication concernant cet enfant secret. Pourquoi? Il n'existait aucun test de paternité, aucune mention de cet enfant à titre officiel. Pendant des années, Jennifer ne répondit que par le silence. Sa mère tenta de dire quelque chose, mais le juge la réduisit rapidement au silence. Quand le juge prit enfin la parole, la tension électrisa la salle, comme un fil sous tension. Après avoir examiné les preuves et entendu les témoignages, ce tribunal conclut que les allégations de violence conjugale ne sont pas étayées. De plus, il existe une documentation accablante des revenus substantiels non déclarés de la défenderesse. Sa demande de pension alimentaire est rejetée. Concernant l'enfant en question, aucune preuve n'a été fournie que Monsieur Marie soit le père légal ou biologique. Si la défenderesse souhaite poursuivre cette revendication, une requête distincte et un test de paternité seront requis. En l'état actuel des choses, la demande de pension alimentaire ici est totalement infondée. Ce tribunal prononce le divorce. Les deux parties sont désormais légalement séparées. Je restais là, le pouls battant la chamade, tout mon corps raide sous l'effet d'une vague d'émotion. Les derniers instants s'éternisèrent, Jennifer refusant de croiser mon regard, son visage figé dans un masque silencieux.
Le silence pesant dans la salle d'audience semblait électrique, comme si quelque chose pouvait encore exploser. J'aperçus l'expression de sa mère, indignation, déception, un tourbillon de confusion. La jeune fille à côté d'elle fixait le sol, les joues rouges. L'avocat de Jennifer ferma sa mallette avec un soupir résigné. Le juge frappa du marteau. L'audience est levée. J'expirai un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis des jours, que dis-je? Des semaines? Peut-être des années. Mon esprit bourdonnait d'un millier de pensées, allant de l'euphorie à la fureur en passant par un étrange sentiment de victoire creuse. À la périphérie de ma vision, Jennifer me lança un dernier regard, un étrange mélange de mépris, de trahison et une lueur de peur. Pour la première fois, je sentis qu'elle savait qu'elle avait perdu, que ses illusions s'étaient effondrées, que toutes ses menaces, manipulations et sa double vie secrète l'avaient finalement rattrapée. Je ne dis pas un mot. Je laissai simplement l'instant se suspendre là, lourd et étouffant, refusant de quitter son regard du mien jusqu'à ce qu'elle se retourne brusquement et s'éloigne avec sa famille à sa suite. Mon cœur battait comme un tambour de guerre, chaque battement faisant écho au serment que je m'étais fait à moi-même, je ne laisserai plus jamais elle ou quiconque d'autre transformer ma vie en cauchemar. Il n'y eut pas d'épilogue net, pas de douce sensation de conclusion. La tension se répandait dans l'air, lourde et amère, alors que nous quittions tous cette salle d'audience, marquée par la bataille, portant des secrets et des ressentiments qui ne seraient peut-être jamais vraiment résolus. Pourtant, pour moi, tout s'est terminé là, à cet instant, sur ce fil du rasoir entre la fureur et une satisfaction sombre. Le mariage était terminé, déchiqueté par ses mensonges et scellé par le décret du juge. Et ainsi, cela s'est conclu dans un silence étouffant, sans illusion pour nous protéger de l'amère vérité. Narkomusik er crazy.
Hvad for en rekord, Mathias? Hej Kokos, velkommen til. Flest assist i en sæson, eller hvad? Det synes jeg, Kokos. Det håber jeg også, du har. Jeg sidder lige og spiller sådan et tiltspil lige nu. Jeg ved ikke, om I overhovedet kan høre mig lige nu. Men vi hygger. Godt.